Smart at Work vous est présenté par Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travailler. Ce mois-ci, comment améliorer l'expérience des collaborateurs, de tous les collaborateurs, y compris ceux qui ne sont pas éligibles au télétravail, car c'est une question que se posent la plupart des entreprises aujourd'hui. Comment ne pas accentuer cette fameuse fracture finalement entre les cols blancs et les cols bleus? Comment faire dans certains secteurs comme la restauration ou les transports par exemple, où le télétravail est quasiment impossible en dehors des fonctions support? Quels sont les leviers pour garder une satisfaction homogène des collaborateurs, quel que soit le service dans lequel ils travaillent? Comment faire en sorte que télétravailleurs et personnel sur site se sentent traités de manière équitable? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre dans un instant avec mes invités dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, j'ai convié Clément Estivier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat en droit du travail au cabinet Faro. D'abord, j'en profite puisque j'ai un avocat pour revenir un peu sur le cadre juridique du télétravail. Comment est-ce qu'on s'y prend déjà quand on veut mettre en place du télétravail dans une entreprise? Est-ce que simplement c'est la direction qui le décrète ou est-ce qu'il faut systématiquement passer par exemple par un accord d'entreprise avec les délégués du personnel? Alors, concernant le cadre légal du télétravail, c'est vrai qu'on a eu une évolution extrêmement rapide ces dernières années pour justement s'adapter à plusieurs types de situations. On a le télétravail occasionnel ou le télétravail d'urgence concernant la crise Covid, là pour le coup, ça a été mis en place extrêmement rapidement sans accord de télétravail et on a beaucoup d'entreprises qui en ont profité pour mettre en place ce qu'on appelle du télétravail sauvage. Alors le télétravail sauvage c'est possible, mais c'est pas du tout recommandé. Aujourd'hui, nous, ce qu'on recommande à nos clients pour mettre en place du télétravail, c'est à minima une charte. Donc c'est un acte unilatéral de la part de l'employeur qui doit prévoir un certain nombre de dispositions, de mentions obligatoires qui sont prévues par le Code du travail. Et ce qu'on recommande, d'autant plus pour des entreprises d'une vingtaine, cinquantaine de salariés à minima, parce qu'il faut des représentants du personnel, c'est de passer par un accord d'entreprise. Il y a la possibilité aussi de passer par un accord d'entreprise avec le personnel directement, par un référendum. Ça, c'est une possibilité qu'on peut recommander, notamment pour intégrer et inclure les collaborateurs dans le processus d'élaboration du télétravail. Définir combien de jours par semaine, où télétravailler, le principe de réversibilité, de dire à partir de combien de temps, justement, on peut revenir en arrière, qui prend la décision, est-ce qu'on fait des points annuels, semestriels, etc. etc. Est-ce qu'on peut, dans ces accords, exclure une partie du personnel? Et si oui, sous quel motif? Alors, il faut justement respecter une forme, ce qu'on appelle en droit du travail, d'égalité de traitement. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où on a des populations qui sont éligibles au télétravail, il faut, sur la base de critères objectifs, sélectionner des personnes qui pourront prétendre ou non au télétravail. Parmi ces critères objectifs, on peut éventuellement prévoir, notamment par exemple l'ancienneté. On peut prévoir des personnes qui ne sont pas en période d'essai. Mais c'est vrai que ça, c'est concernant des personnes qui pourraient faire partie d'un même service. Concernant des services différents, il va falloir là étudier au cas par cas les critères d'éligibilité au télétravail. Et dans ce cas-là, il faut avoir des raisons objectives de pouvoir refuser le télétravail à un salarié. Mais ça revient quand même d'une façon ou d'une autre à rompre avec cette équité de traitement dont vous parlez. Donc est-ce qu'il faut mettre en place dans ce cas des compensations pour ceux qui n'y ont pas droit ? Justement, c'est-à-dire que, à mon sens, le télétravail est un réel avantage et d'ailleurs figure de plus en plus lorsqu'on regarde les propositions et les offres d'emploi qui sont réalisées. Les entreprises spécifient si le poste est éligible au télétravail ou non éligible au télétravail. Effectivement, lorsqu'on a des postes qui sont non éligibles au télétravail, on peut se retrouver à avoir une perte d'avantage lorsqu'on a connu le télétravail auparavant. Donc effectivement, des entreprises peuvent proposer des compensations pour justement, par exemple, favoriser tout ce qui est flexibilité des horaires, tout ce qui est également temps de trajet, et éviter également de se retrouver, par exemple, dans les heures de pointe concernant les transports. De la même manière, pour faciliter les rendez-vous, on peut avoir également un passage à la semaine de 4 jours. Ouais. Et donc, on a des entreprises qui avancent de deux fronts concernant le télétravail pour les populations éligibles et à côté, concernant les populations qui sont
pas éligibles au télétravail, mais à qui on peut faire bénéficier un certain nombre d'avantages. Du coup, c'est des entreprises qui avancent en fait finalement à plusieurs vitesses avec des cadres de travail qui sont juridiquement très différents d'une population à l'autre. C'est difficile j'imagine que ça doit complexifier aussi et votre travail et celui des entreprises de mettre en place comme ça des stratégies très différentes selon les populations. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Avant, on était dans une logique d'obligation de garantir la santé-sécurité, avoir de bonnes conditions de travail, et puis un petit peu ça a évolué vers la qualité de vie au travail. Là on est véritablement dans l'expérience collaborateur et on se rend compte que pour des métiers en tension ou même pour attirer en réalité des talents, on est obligé de se mettre à la place du collaborateur et de faire en sorte de s'adapter de plus en plus à ses besoins. Et donc on peut avoir effectivement une entreprise à plusieurs vitesses en fonction de si le poste est éligible ou non au télétravail, et les avantages qui en découleront seront nécessairement différents. Est-ce que dans ce que vous observez chez vos clients, cette différenciation entre les populations tend vers quasiment de la personnalisation? C'est-à-dire est-ce que ça reste quand même des cadres qui sont très généraux et qui finalement concernent un certain nombre de personnes dans chacun des cas, ou est-ce que vous avez parfois aussi des cas individuels avec presque des contrats de travail qui peuvent devenir sur mesure? Alors, c'est vrai qu'on est dans une logique de personnification et d'individualisation des avantages de plus en plus, mais on a vocation à ne pas trop le contractualiser ou seulement pour un type de population très spécifique pour pouvoir les attirer. On reste en règle générale dans un cadre conventionnel assez général, pour pouvoir permettre à la majorité des salariés d'en bénéficier. L'objectif étant de ne pas se retrouver aussi avec trop de vitesses différentes en fonction des collaborateurs. Et donc, vous parliez d'accords d'entreprise, on reste avec des accords d'entreprise, mais des accords d'entreprise à tiroir, finalement. Donc, qui déclinent en fonction des types de population, et on réfléchit toujours en catégories de population pour éviter justement la fameuse inégalité de traitement dont on parlait. Merci beaucoup, Maître. On va poursuivre cette discussion avec nos deux autres invités dans un instant. Et pour poursuivre cette émission, nous sommes toujours en compagnie de Clément Estivier, avocat en droit du travail au cabinet Faro, et nous ont rejoint Sandrine Chourout, DRH du groupe Majorien. Bonjour. Bonjour. Alors, le groupe Majorien, c'est une plateforme de solutions pour les entrepreneurs indépendants de l'hospitalité et de la restauration. Et puis Valérie Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes, directrice People Développement du groupe Manutan, qui est partenaire de cette émission. Valérie, justement, je voudrais commencer par vous, savoir quelle est la situation chez Manutan par rapport à toutes ces questions de télétravail. Parce que vous avez une partie de fonctions, on va dire plutôt support, et puis des fonctions en entrepôt. Donc j'imagine que là, cette distinction qu'on faisait tout à l'heure entre personnel éligible au télétravail et non éligible, elle se retrouve chez vous. Tout à fait, oui, on a à peu près 400 personnes dans nos entrepôts logistiques, donc effectivement qui doivent être là pour recevoir les marchandises et faire les colis pour nos clients. On avait historiquement une approche un peu conservatrice parce qu'on a une culture d'entreprise très forte, très collective, où le être ensemble est très important. Et bon, avec le Covid, forcément, on a été obligé de revoir un peu et de réfléchir à cette position. Et en plusieurs étapes, on est passé sur un autre braquet où aujourd'hui, on parle de flexibilité encadrée. Encadré, on a une petite charte vraiment de quelques pages qui redonne un peu le sens de travailler ensemble justement et qui donne ce qu'on attend du collaborateur, de l'équipe et du manager dans ce travail ensemble. Donc on l'a pris en approche beaucoup plus globale, pas que le télétravail, c'est vraiment pourquoi il faut qu'on se voit, pourquoi on vient au bureau. Et donc, en quelques pages, on a défini ces attentes-là. Et puis après, c'est chaque manager avec son équipe qui organise en fait ces rituels. À quelle réunion il faut que tout le monde soit là, combien de temps avant on prévient, quelles sont les règles qui se donnent en fait. Et au final, on demande que les collaborateurs soient en moyenne au bureau 8 jours par mois, pour ceux qui sont éligibles au télétravail. Et donc ça fait 3 jours de télétravail par semaine en gros, mais ça peut être du coup étalé sur le mois de façon très différente. Donc 8 jours sur site pour les uns et puis tous les jours pour les autres. Tous les jours pour les autres, puisque voilà, eux savent que leur métier demande à être sur place, effectivement. Sandrine Chourout, comment ça se passe dans le groupe Majorien ?
Alors, chez Majorien, donc, comme nous sommes une plateforme de solutions pour les hôteliers restaurateurs, de la même façon, ce sont des professions dites intellectuelles, donc de bureaux. Donc là, forcément, on a une charte télétravail avec possibilité de télétravail sur volontariat, minimum 2 jours par semaine. Ça peut aller jusqu'à 3 jours selon les équipes, un accord avec le responsable. Et on a surtout mis plein d'autres choses en place parce que ce qui est essentiel, à mon sens, aujourd'hui, c'est que l'ambiance de travail corresponde à la culture d'entreprise. Et donc, il y a le télétravail, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont mises en place. Par exemple, alors, Par exemple, ça va commencer dès l'intégration. Donc, on a tout un process d'onboarding pour que dès l'arrivée du salarié, quel que soit son poste, ça peut aller du stagiaire à quelqu'un du comité de direction, le process d'onboarding est un peu le même. Il y a tout un parcours avec rencontre jusqu'à la présidence et la direction du groupe Majorien, avec des petits déj, des trucs sympas, un peu, des déjeuners d'accueil, etc., des goodies, enfin bon, tout ça. Donc, dès le départ, le but du jeu, c'est que la personne se sente accueillie, intégrée dans une certaine ambiance. Ensuite, on a des rituels, comme vous disiez. Donc, on a un Hollands tous les 15 jours, donc en visio, parce que c'est le vendredi, et nous, quasi tous les salariés sont en télétravail le vendredi. Donc là, ça réunit l'ensemble des collaborateurs. Tout est dit. Donc les chiffres, les choses un peu confidentielles et tout. Et on part sur un principe de confiance assez rare. Parce que oui, j'allais vous dire, ça j'ai doit fait être très plusieurs fréquent. entreprises, oui, et franchement, ça va assez loin dans la confiance qui est portée en les collaborateurs. Donc, il y a beaucoup d'échanges, ils sont informés très tôt, souvent. On a aussi tout un pan RSE, donc on a des groupes de travail sur le temps de travail pour améliorer la gouvernance, pour améliorer la vie des collaborateurs, etc., etc. Et on a aussi des avantages sociaux qui vont bien au-delà du légal, ou des choses qui ne sont pas prévues par la loi. Ça peut être, on a des fruits, par exemple. Tous les lundis, on a des cagettes de fruits qui sont servis. Le café, il est gratuit. Il y a des choses comme ça. Et puis, on a un forfait mobilité durable qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la possibilité de donner davantage. Je sais pas, on prend 75% de la carte Navigo, on prend 70% de la mutuelle. Il y a pas mal de choses. Il y a l'intéressement, alors qu'on est une PME. Donc... Oui, donc c'est un gros effort pour une PME, effectivement. Oui. Clément Estivier, ce que disait Sandrine est intéressant sur l'onboarding. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, cette expérience collaborateur, elle commence dès le tout départ, voire même peut-être avant dans les entretiens d'ailleurs. Exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment à partir du moment où on a un premier contact entre un candidat, même pas nécessairement un salarié, mais un candidat et une entreprise, que se joue la marque employeur. C'est-à-dire qu'il faut initialement, c'est intéressant d'avoir une marque employeur suffisamment forte pour que le candidat vienne à l'entreprise. Et lorsqu'on a une marque employeur suffisamment forte, l'intérêt ensuite, c'est de la conserver tout au long de ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Du premier contact jusqu'au dernier contact, s'il y a avec cette personne-là. Concernant l'onboarding, effectivement, nous, ce qu'on a en règle générale tendance à faire et à conseiller, c'est de procéder par promesse d'embauche, de s'engager en tout cas, même si on n'est pas tenu légalement quand on est employeur. Oui. Mais il est important, à notre sens, notamment lorsqu'on a des collaborateurs qui sont encore en poste pour qu'ils puissent quitter leur ancien poste, de s'engager et de définir le plus précisément possible, d'être le plus transparent possible. Et je rejoins Sandrine sur la transparence et la confiance qui est accordée et qui doit être accordée dès le début. Et ça se reflète en fait immédiatement dès la promesse qui est remise en fait au candidat. Donc on a des promesses qui vont détailler l'ensemble des avantages, effectivement, reprendre la possibilité de télétravail, le fait que le poste ne soit pas éligible au télétravail et décliner justement l'ensemble des avantages. Et on se rend compte que les collaborateurs, c'est un premier contact très intéressant justement avec l'entreprise pour qu'on puisse avoir une relation de travail qui commence dans de très bonnes conditions. Je vous sentais réagir sur cette question de transparence, Valérie. C'est quelque chose que vous pratiquez aussi ? Oui, alors je voulais rebondir sur Sandrine. Nous, on a ce qu'on appelle des plénières où, en fait, tous les mois, la direction s'adresse à tous les collaborateurs en direct. Nous, on est tous dans la même salle. Alors, ceux qui sont à distance peuvent regarder à distance, où ils partagent, pareil, les chiffres, l'actualité, les décisions qui sont prises, qui vont être prises. Et pareil, moi, j'ai rarement vu ça dans une entreprise.
Et on peut poser des questions à la fin. Tout collaborateur peut poser des questions directement à la direction générale. Donc il y a une espèce de proximité et du coup forcément de transparence et d'accessibilité qui rend le dialogue hyper ouvert et hyper clair. On a un canal aussi de questions anonymes sur ces réunions-là. D'accord. Tout le monde peut lever la main en Teams et avoir la parole, mais on a aussi un canal anonyme parce qu'on s'est rendu compte que certains salariés n'osent pas forcément poser certaines questions. Et comme toute question est possible, toute réponse n'est pas forcément possible, mais on va le dire. Mais ça permet aussi vraiment de libérer, je trouve, la parole et ça permet de désamorcer certaines choses qui peuvent être pensées ou des rumeurs ou des fausses idées ou des choses comme ça. C'est vraiment intéressant, je trouve, pour les entreprises. Comment est-ce que, justement, vous mesurez la satisfaction de vos collaborateurs? Parce qu'en fait, cette transparence y participe effectivement, mais est-ce que vous en mesurez les effets, Valérie? Alors, du coup, nous, chez Manutan, depuis, ça va être la 9e année, on utilise le questionnaire de Great Place to Work. Donc, il y a un questionnaire de 70 questions sur l'ensemble de la vie en entreprise. J'ai envie de dire, ça balaye beaucoup de sujets qui sont adressés à tous les collaborateurs où ils répondent. Pareil, sur la base du volontariat, ils répondent, on a un taux de participation de plus de 90%, donc c'est énorme. Donc on a quasiment les voix de nos 2200 collaborateurs. Et donc ça nous permet en fait, de prendre la température de la culture et comment on veut que ce soit vécu en entreprise, comment on veut que nos collaborateurs soient satisfaits de vivre chez Manutan, de prendre notre température et puis de corriger le tir en fonction des réponses qui sont un peu différentes de ce qu'on attendait. Et on l'utilise beaucoup en interne. Alors ça nous permet aussi d'être labellisé et de faire de la marque employeur, d'en parler à l'extérieur. Mais on l'utilise aussi beaucoup en interne où chaque manager a les résultats de son équipe, va en parler, va mettre en place des plans d'action pour avancer ensemble, pour arriver à cette satisfaction collaborateur. Et je rebondis sur ce que Clément disait, où effectivement aujourd'hui nous, on regarde vraiment la satisfaction du collaborateur dans son expérience, plus que de se dire voilà l'expérience qu'on veut, tout le monde va suivre le même parcours, le même chemin d'expérience, et dire en fait qu'est-ce qu'ils veulent nos collaborateurs. Et si je reviens au télétravail, ceux qui n'ont pas de télétravail, en fait déjà, ils ont un environnement de travail différent, ils ont des horaires différents, ils n'ont pas d'ordinateur, ils sont sur des chariots ou dans les rayons, donc ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes attentes. Et du coup, finalement, pour qu'ils aient le même niveau de satisfaction, qu'est-ce qu'il faut qu'on leur apporte, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour s'adapter à un environnement de travail qui est différent. Et donc, on a fait un projet où chacun a identifié ses besoins, a exprimé ses besoins, et pour qu'on travaille en priorité ces points-là. Je vais me faire un peu l'avocate du diable, mais est-ce que les collaborateurs n'ont pas toujours tendance à vous en demander plus, du coup, s'ils sentent que vous êtes hyper open et hyper à l'écoute? Oui, j'ai une anecdote dans des questions qui nous ont été posées en Hollande et par le CSE aussi. Comme on va assez loin quand même dans ce qui est permis, nous a été demandé s'ils pouvaient amener leur chien. Ah oui. Bon, là, on a ça se fait dans certaines entreprises. On a une filiale en Angleterre où il y a des chenilles. Donc, par exemple, il y a des choses, mais on a dit non. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des allergies, il peut y avoir des gens qui ont peur des chiens, etc., etc. Ça, on n'en sait rien. Donc, on a nos limites aussi, alors qu'ils sont peut-être pas les bonnes parfois. Mais oui, il nous est demandé, enfin là c'est celle qui me vient en dernier parce que elle nous avait amusé, mais il nous est demandé plein de choses. Mais ce qui permet aussi à l'entreprise d'avancer, je trouve. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on n'irait pas forcément, on n'y pense pas, et clac, ça vient des salariés et ça permet d'avancer, d'être mieux disant socialement. Donc c'est toujours intéressant. Clément. Et effectivement, je pense que là où on se rejoint depuis le début, et nous on a vraiment une tendance à constater ça au sein des entreprises, c'est la qualité de vie au travail et surtout l'expérience collaborateur se mesure à travers lorsqu'on donne en fait la possibilité aux collaborateurs de s'exprimer. Et donner la possibilité aux collaborateurs de s'exprimer, elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que nous, quand on regarde par exemple simplement les règles du Code du travail, on est simplement obligé d'avoir un entretien tous les 2 ans
avec le collaborateur. Mais on part du principe que c'est pas du tout suffisant. C'est-à-dire que plus on multiplie les échanges et la possibilité qu'on donne au collaborateur de s'exprimer sur ses conditions de travail, le management, comment lui, parce qu'on parle de ressenti, l'expérience collaborateur, c'est avant tout le ressenti du collaborateur, ce qu'il perçoit en termes d'expérience, comment il vit son expérience en tant que collaborateur de telle ou telle entreprise. Est-ce que vous considérez, par exemple, que la formation fait partie des avantages qu'on peut offrir aux collaborateurs et que le fait, finalement, de les faire monter en compétences, ça fait partie de ces avantages, finalement ? Je pense que oui, c'est important. Aujourd'hui, le rythme d'évolution des compétences, des métiers, fait que pour garder l'employabilité en interne de façon très égoïste pour l'entreprise, mais même pour le collaborateur, pour rester dans le coup du marché et garder ses compétences, c'est indispensable. Du coup, nous, chez Manutan, par exemple, on parle de learning plus que de formation pour essayer d'ouvrir, en fait, de dire, en fait, tu apprends tout le temps. Tu apprends quand tu es en formation, mais tu apprends quand tu échanges. J'ai discuté avec Sandrine avant de monter sur le plateau. J'ai appris des choses. J'ai appris en allant à un salon sur un sujet, en lisant, en étant abonné à des newsletters. Et donc, d'ouvrir, d'avoir cet état d'esprit de vraiment se dire qu'à tout moment, en fait, tous les jours, j'ai des occasions d'apprendre. Et ça, c'est un vrai mindset qu'on met en place chez nos collaborateurs, chez nos managers, pour qu'en fait, ils grandissent et apprennent tout le temps. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est le nerf de la guerre. On n'apprend plus du tout qu'à l'école et on apprend tous les jours, en fait. Et c'est indispensable. Sandrine ? Oui, je suis complètement d'accord. Bon, nous, on a un plan de formation. On est en staff, on n'est pas nombreux, on est 80. Donc, c'est pas beaucoup. Mais j'ai plus de 60 personnes qui ont déjà fait des demandes de formation et qu'on finance. On fait du versement volontaire pour pouvoir en faire. Et là, je lance un plan parcours RSE parce qu'on est assez branché RSE dans notre entreprise. On a déjà formé le management. Et là, je forme les 62 personnes qui restent à former. Je suis en train de lancer le truc. Ça va démarrer pour tout le monde avant fin 2023, 21 heures par personne. Tous les collaborateurs, même les alternants. Donc, et ça, c'est des sujets qui intéressent tout le monde, et en particulier les nouvelles générations, chez nous en tout cas. Et ça répond à un besoin de connaissances, d'avoir plus de visibilité sur ces sujets. C'est tout un parcours en 6 sessions sur tous les sujets liés à la RSE, surtout sur l'aspect inclusion sociale, etc. Mais aussi, par exemple, on a formé déjà tous nos salariés à la fresque du climat. Tout le monde. Tout le monde y va. Là, on a commencé depuis septembre la fresque de la biodiversité. Mais on est à fond là-dedans, et les gens qui nous rejoignent sont sensibles la plupart du temps. Pas tout le monde, mais la plupart du temps quand même, ils sont sensibles à ça aussi, chez nous. Donc, Clément, ça rejoint, ce genre de formation, ça rejoint à la quête de sens, par exemple, que réclament pas mal de générations aujourd'hui ? Exactement. Et justement, pour rebondir sur ce que disait Sandrine, on a clairement... on a une obligation de formation. Hein. Quand on est employeur, depuis toujours, on a une obligation d'adapter et former le salarié à son poste. Parce qu'effectivement, le poste, quand on fait de la manutention dans les années 80 et quand on fait de la manutention aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. Et donc, il faut pouvoir adapter et former le salarié à son poste. Donc, il y a une obligation. Après, effectivement, on peut toujours faire mieux disant, et voire même, en réalité, c'est une demande. Hein. C'est une demande de plus en plus prégnante des collaborateurs. Si on veut attirer des talents, on a des entreprises qui offrent des formations, même parfois de reconversion. Alors ça peut paraître assez... Oui, c'est presque contre-intuitif. Mais c'est ce que demandent effectivement la plupart des collaborateurs, et de continuer à apprendre régulièrement. Effectivement, aujourd'hui, je pense que la place de l'entreprise, et pour répondre à votre question concernant la demande de sens, on a des collaborateurs qui sont de plus en plus en demande concernant justement des formations sur l'environnement, des formations, d'être intéressés, parce que aussi le temps de travail est un temps important dans une semaine. On est quand même une bonne partie de son temps au service de son employeur. Donc si son employeur met à disposition des éléments et des moyens pour apprendre
avoir une vision du monde qui soit pleine et globale, et puis avoir un intérêt en tout cas, et je pense répondre à cette curiosité que naturellement les collaborateurs ont lorsqu'ils viennent dans une entreprise. Je pense qu'il ne faut pas uniquement se cantonner effectivement à la relation collaborateur-employeur telle qu'on la connaît et qu'on l'a pratiquée depuis des dizaines d'années. À mon avis, le rôle des entreprises concernant la formation et la formation tout au long de sa vie va être de plus en plus important. On se rend compte, même le gouvernement fait énormément d'efforts sur la formation professionnelle, donne des moyens aussi aux entreprises de le faire, aux entreprises aussi désormais de se saisir de ça, et moi je suis ravi de voir que ça fonctionne et qu'effectivement on a plein de formations qui sont proposées aux collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'un collaborateur aujourd'hui, en réalité, il ne va pas exercer un seul métier tout au long de sa vie. Il va en exercer au moins 3, 4 ou 5, et il faut justement qu'il y ait cette reconversion possible, cette polyvalence possible. Et pour en revenir très rapidement à ce qu'on va parler concernant le télétravail, effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui favorisent la polyvalence et la polycompétence pour faire en sorte que des postes aujourd'hui qui sont non éligibles au télétravail, on puisse les rendre en partie éligibles au télétravail. Donc c'est-à-dire, pour des employés qui font un peu de manutention, avoir 10%, 15%, 20% de leur temps de travail et de leur fonction, et on va les former là-dessus pour qu'ils puissent justement le réaliser chez eux, éventuellement, concernant l'établissement de rapports, concernant de la rédaction de certaines choses. Et donc c'est important, et je pense que la formation a un rôle phare à jouer dans cette évolution. Comment est-ce que vous voyez les choses, Valérie ? Est-ce que justement, comme je disais tout à l'heure, finalement c'est open bar et on verra bien où tout ça nous mène, ou est-ce que quand même vous posez les limites, un peu comme disait Sandrine tout à l'heure ? Alors du coup, il y a plein de choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir, mais déjà, chez nous, ce qui est très structurant, et pour répondre à la question de la quête de sens, nous, c'est vraiment ancré dans notre ADN. Notre mission, c'est entreprendre pour un monde meilleur. Et on s'y réfère tout le temps. Donc ça, c'est un cadre qui aussi donne des limites en disant, dans nos décisions, dans nos projets, dans la présentation de la communication, on se réfère à ça. On a un référentiel culturel qui met en avant les points sur lesquels on veut être irréprochable, entre guillemets. Et donc ça structure beaucoup le discours, et du coup, ça éclaire aussi sur les décisions qui sont prises, puisque c'est logique par rapport à notre mission et notre façon de voir le monde et le monde du travail. Donc ça met des limites. Après, sur l'autre sujet, par exemple, pour les personnes de l'entrepôt, quand on les a fait travailler sur les sujets sur lesquels ils voulaient qu'on avance, on les a mis en groupe. Donc par rapport au open bar où ils pouvaient demander n'importe quoi, en fait, il y a de toute façon une autorégulation de groupe. Ils étaient ensemble, il y a eu des groupes de parole, des groupes de travail, vraiment des gens du terrain qui ont dit, ils représentaient leurs collègues, et donc ils ont apporté eux-mêmes des points sur lesquels ils voulaient qu'on avance, et puis des solutions, des actions à mener. Donc tout ça, ça se structure dans un cadre de qui est régulé de co-construction, et qui est régulé par notre mission, le sens qu'on donne aux choses. Et puis l'autre point sur lequel je voulais rebondir, c'est sur l'alignement. Effectivement, on le sent, alors c'est aussi en lien avec la quête de sens, l'alignement des personnes qui veulent être alignées entre la maison et le bureau sur la RSE. Nous, on forme sur la RSE, pas uniquement la RSE au bureau, mais c'est globalement la RSE dans ma vie, le digital dans ma vie aussi, parce que, et notamment si on revient pareil à nos personnels qui sont en entrepôt, où la digitalisation n'est pas forcément la plus simple. Déjà, ils l'utilisent pas forcément au bureau, mais dans la vie quotidienne, se dire, on doit les emmener sur ce sujet-là, parce que le monde évolue là-dessus. Donc il y a tout un accompagnement qui finalement est assez cadré, mais permet d'avancer par rapport aux évolutions qu'on observe dans notre monde et aux attentes qu'ont les collaborateurs sur ces sujets-là. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus partager vos expériences sur ce plateau. Valérie Benoît, directrice People Développement du groupe Manutan, Sandrine Chouroute, DRH du groupe Majorian, et Clément Estivier, avocat en droit du travail au cabinet Faro. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work. Smart at Work vous a été présenté par Manutan.